Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par le RMT Cadiferm. Donc, la thématique que l'on va aborder aujourd'hui, c'est les levures Brettanomyces bruxellensis, et puis on va les aborder dans trois contextes différents, le contexte du vin, le contexte du cidre et le contexte de la bière, puisque ces levures sont présentes dans ces trois boissons. Donc, je vais laisser la parole ensuite aux intervenants. Vont intervenir Warren Albertin de Legate de l'ISVV, ensuite Rémi Baudouin de l'IFPC et pour terminer Claire Corrigan de l'IFBM. Donc, trois interventions d'une durée d'un quart d'heure, 20 minutes chacune. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que vous allez pouvoir entendre, n'hésitez pas à utiliser le chat, posez vos questions dans le chat et on les retransmettra ensuite aux intervenants. Concernant ce webinaire, il sera possible de le revoir en replay sur le site de l'IFV. Vous avez un onglet webinaire qui vous permettra d'y accéder a posteriori. Donc, si vous devez y revenir avec vos étudiants, eh bien, n'hésitez pas à le réutiliser pour clarifier peut-être certains points. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette introduction. Je vous souhaite un bon webinaire et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. J'en ai fini. Régis, tu peux passer la main. Très bien. La parole est donnée donc à Warren pour Merci beaucoup. la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Warren Albertin. Je suis maître de conférence au sein de l'unité de recherche œnologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux. Donc, c'est moi qui commence ce webinaire pour vous parler de l'incroyable diversité de Brettanomyces bruxellensis, alors que je vais sans doute très rapidement appeler Pardon. Alors, je viens d'avoir le webinaire qui vient de me parler, mais j'espère que Oui, tout le c'est monde bizarre. D'accord, pardon. Voilà, Warren, vous pouvez continuer. Je vous prie de m'excuser. Pas de problème. Donc, je vais vous parler de l'incroyable diversité de Brettanomyces bruxellensis que j'appellerai Brett, puisque les praticiens en œnologie l'appellent Brett. Donc, je pense que je vais assez vite oublier son nom complet. Donc, Brett, de quoi parle-t-on? Brett, c'est une levure, c'est-à-dire un champignon unicellulaire. Quand on observe au microscope, on peut observer ce genre de cellules qui sont ici très rondes. Mais Brettanomyces est capable de faire des formes beaucoup plus allongées, qui ressemblent beaucoup plus à des ifs et donc à des moisissures. On parle de formes pseudo-ifales. Voilà, c'est déjà une grande diversité de formes au microscope. C'est une levure, mes collègues vous en parleront tout à l'heure plus en détail, que l'on peut retrouver associée à certains types de bières, notamment des bières belges de type lambic ou gueuse, qui sont des bières de fermentation spontanée. Et puis, plus récemment, Brettanomyces, elle est utilisée pour la production de types de bières beaucoup plus, on va dire, modernes dans les craft breweries, donc une bière artisanale, et pour des types de bières comme des sour beers, donc des bières assez acidulées. Et vous voyez, donc, The New York Times indique Brettanomyces makes flavorful beers, donc fait des bières pleines de goût. Alors, il y a même, pour information, je trouve ça assez rigolo, un festival de la bière entièrement dédié à Brettanomyces qui a lieu tous les ans à Amsterdam. Ça a lieu au mois de juin et c'est plutôt assez sympa si vous avez l'occasion d'y aller. Alors, Brettanomyces, c'est aussi une levure qu'on va retrouver dans d'autres boissons, comme par exemple le kombucha. Alors, je ne sais pas si c'est une boisson que vous connaissez très bien, kombucha. Ça ressemble à ça, la production du kombucha. C'est une boisson à base de thé que l'on va sucrer, qui va être très légèrement fermentée à l'aide de cette couche épaisse que l'on voit là au-dessus du fermenteur. Cette espèce de couche épaisse, on l'appelle souvent la mère ou le SCOBY. Alors SCOBY, c'est pour Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. En fait, c'est un gros mélange, un gros consortium microbien qui contient à la fois des levures et des bactéries. Et parmi les levures, on retrouve quasi systématiquement des espèces du genre Brettanomyces dans ce SCOBY. Alors, Brettanomyces, on la retrouve, j'en profite pour vous indiquer que Brettanomyces, il y a 6 espèces qui appartiennent au genre Brettanomyces, que j'ai représentées ici.
Celle dont moi je vais vous parler, c'est Brettanomyces bruxellensis, qu'on retrouve en œnologie et je vais vous en parler plus spécifiquement. On retrouve aussi bien souvent dans le kombucha Brettanomyces anomalus, qui est une espèce cousine de Brettanomyces bruxellensis. Et Brettanomyces, on va beaucoup la retrouver notamment dans le cidre. Alors Brett, on la retrouve aussi dans d'autres procédés comme la production de tequila, la production de bioéthanol, le cidre, je vous en ai parlé. Pour les sodas aussi, ça peut être également un agent d'altération pour la production de soda, de coca par exemple. Alors moi, si je vous en parle et si je travaille dessus à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, c'est parce que dans le vin, Brettanomyces est considéré comme un spoiler, donc un micro-organisme qui va altérer les vins. C'est une levure qui peut contaminer de façon accidentelle entre 13 et 25% des vins rouges. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis, alors vous voyez ici, j'ai utilisé un graphe qui représente les principaux défauts que l'on voit associés au vin. On va retrouver le goût de bouchon, on va retrouver l'acidité volatile, c'est-à-dire le vinaigre. Hein. Et vous voyez que Brett fait partie des défauts les plus fréquemment identifiés dans les vins, notamment les vins rouges. Alors Brett, quand elle contamine les vins rouges, elle va produire des composés particuliers qu'on appelle les phénols volatiles. Ce sont des composés aromatiques, ça veut dire qu'ils vont avoir un descripteur particulier qui leur est associé. Alors ce descripteur, il va de sueur à écurie, à cheval, parfois poulailler, pansement. Donc évidemment, ce sont des défauts. Hein. Ça entraîne une altération donc, de la qualité organoleptique des vins. Ces défauts vont aussi avoir tendance à masquer le fruité des vins et à aplatir en fait le goût des vins, à masquer leur typicité. Donc c'est vraiment un vrai problème en œnologie. Hein. Et Brett, je vous ai mis ici une petite souris parce que Brett, elle est aussi parfois associée à la production d'un autre défaut un peu particulier qu'on appelle le goût de souris. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça aussi c'est assez délétère pour le goût des vins. Alors, donc, je vous le disais, hein, les phénols volatiles, les composés produits par Brett ont des descripteurs assez négatifs. Ça entraîne un rejet, évidemment, de la part des consommateurs et des pertes économiques très importantes chaque année. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brett, elle va contaminer aussi bien les vins de table que les grands crus, et ce, partout sur la planète. Il n'y a aucun vignoble qui est épargné par la contamination par Brettanomyces bruxellensis, qui est un vrai problème et c'est pour ça qu'on travaille dessus. Alors, cette contamination par Brett, d'où vient-elle? C'est une bonne question. Il y a plusieurs hypothèses. Aucune d'entre elles n'est complètement définitive et puis il y en a peut-être d'autres hein, également. Une première hypothèse est que Brettanomyces bruxellensis serait présente à la surface de la baie de raisin et que ensuite, au cours du process de fabrication du vin, elle finirait par se retrouver évidemment dans les cuves. Alors, c'est sans doute vrai. Il y a des études effectivement qui montrent que Brettanomyces peut être isolé à la surface de la baie de raisin. C'est sans doute quand même un événement assez rare. Et ce qui est sûr, c'est qu'on en retrouve de plus grandes quantités au niveau du chai, essentiellement. Donc, l'autre hypothèse, c'est que la contamination proviendrait du chai, tout simplement, de l'environnement, donc du matériel binaire. Brettanomyces pourrait rester à la surface du matériel qui est utilisé en chai, les cuves, les tuyaux, les pompes, les barriques, et recontaminer d'une année sur l'autre le chai. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à ce jour, on n'a identifié aucune souche de Brettanomyces dans la nature. Toutes les brettes que l'on a isolées sont associées à des procédés fermentaires et à l'humain. Alors moi, si je me suis intéressée à Brett, notamment, c'est sur la partie génétique. Je vous ai représenté ici un arbre génétique. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familier de ce genre de représentation, mais brièvement, ici, là, tous les points à l'extérieur, ça représente des souches différentes de bruxellensis. Alors ici, j'en ai représenté que 70 des souches. Ce que l'on voit, c'est que quand, pour aller d'une souche à une autre, comme par ici, sur le groupe bleu foncé, si on va de cette souche à celle-ci, le chemin est relativement court. Ça veut dire que les souches sont très proches
génétiquement les unes des autres. Alors que si, par exemple, je vais toujours de cette souche bleue jusqu'à ici une souche rouge, le chemin est beaucoup plus long. Donc là, les souches sont beaucoup plus différentes sur le plan génétique. Donc ce genre de représentation, ça nous permet d'identifier les populations de Brettanomyces qui existent. Et vous voyez qu'on a décidé de représenter ici par des couleurs différentes les différents groupes. Et on a identifié au moins 7 à 8 groupes. Alors c'est en cours d'évolution puisqu'on continue à travailler sur ces brettes. Donc je vais représenter ici par des couleurs différentes. Donc on a des populations génétiquement assez différentes les unes des autres. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'on avait à la fois des populations contenant des souches diploïdes et des souches triploïdes. Alors ça veut dire quoi, diploïde et triploïde? Diploïde, c'est ce que j'ai représenté ici, par exemple, c'est-à-dire que chaque souche va présenter chaque chromosome en 2 exemplaires. Alors c'est ce qui se passe chez l'humain, hein. Chaque chromosome est présent en 2 exemplaires, l'un d'origine maternelle, l'autre d'origine paternelle. Et souvent, le niveau diploïde est considéré comme le niveau, on va dire, classique, normal. Donc, on a des groupes, comme je les ai représentés ici, qui sont diploïdes, on va dire d'arction foncé. J'ai un groupe violet ici, un groupe vert clair ici, diploïde. Et puis, chez Brett, on a aussi des groupes de souches triploïdes, comme par exemple ici le groupe rouge. Et là, en fait, on va avoir 3 exemplaires de chaque chromosome. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus rare. Ça existe dans le vivant, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Et puis surtout, là, les groupes triploïdes chez Brett sont stables. Donc, on a un groupe rouge, un groupe bleu, un groupe turquoise et un groupe orange. Et ces 4 groupes triploïdes sont extrêmement différents les uns des autres. Et ces groupes, on s'est rendu compte qu'ils étaient associés à différents procédés. Par exemple, le groupe bleu foncé ici, il est essentiellement associé aux souches isolées à partir de bioéthanol ou de tequila. Le groupe vert clair ici, on va le retrouver principalement associé aux souches issues de la brasserie et de la production de kombucha. Le groupe orange, on va retrouver des souches de bière et des souches aussi d'œnologie. En œnologie, donc, ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, on a plusieurs groupes associés à l'œnologie. Donc, groupe vert foncé ici, turquoise, orange, rouge notamment. Et la question que nous, on s'est posée au sein de l'UMR œnologie, c'était de savoir si ces différentes populations de Brett présentaient la même sensibilité au traitement anti-Brett. Et comme je vous le disais, Brettanomyces, elle est problématique en œnologie, on essaye de s'en débarrasser. Et pour ça, on peut utiliser des traitements anti-Brett. Alors, le plus connu, c'est le sulfitage. Donc, pour essayer d'éliminer les micro-organismes d'altération, les vinificateurs peuvent sulfiter le vin, donc rajouter du SO2 dans le vin. Et on a testé la sensibilité de Brett à ce traitement au sulfite. Donc, ce que je vous ai représenté ici en abscisse, c'est la croissance de Brettanomyces pour différents groupes. Alors, on va regarder ce qui se passe ici pour ce groupe, le groupe d'Arxian. Ici, c'est la croissance de Brett en l'absence de sulfite. Et puis, on va augmenter la concentration en sulfite, passer à 0,02, 0,04 et 0,06 mg par hectolitre de SO2 moléculaire, en sachant que cette concentration-là, 0,06 mg par hectolitre de SO2 moléculaire, on n'est pas très très loin de la limite classique utilisée en œnologie. Et ce que l'on voit, par exemple, pour ce groupe, c'est que plus on augmente la concentration en sulfite dans le milieu et plus la croissance de Brett va s'effondrer. C'est normal, les souches de Brett du groupe d'Arxian, ici, sont sensibles au sulfite. Et il est donc pertinent d'utiliser le sulfitage pour essayer de se débarrasser de ces Brett du groupe d'Arxian. On obtient le même type de profil pour les souches du groupe ici vert clair. Pareil pour le groupe orange ou encore pour le groupe bleu foncé associé à la tequila et au bioéthanol. Donc, vous voyez, pour ces groupes-là, plus on augmente la quantité de sulfite, plus la croissance de Brett s'effondre. En revanche, pour les souches du groupe rouge ou turquoise, vous voyez que l'on a beau augmenter la concentration en sulfite utilisée pour traiter les vins, et bien là, on a toujours une croissance de Brett qui est quand même très importante. Et ces souches du groupe rouge ou turquoise sont dites tolérantes
donc résistantes au sulfite. Et évidemment, pour ces souches-là, et pour les vins contaminés par ces souches-là, traiter avec les sulfites n'est sans doute pas la bonne approche, puisque ça ne sert à pas grand-chose. Alors, on a regardé ce qui se passait également pour d'autres types de traitements. Un autre traitement qui est utilisé ces dernières années est un traitement à base de chitosane. Alors, le chitosane, c'est un antimicrobien d'origine fongique, donc extrait à partir de champignons, qui est autorisé pour l'élaboration des vins conventionnels depuis 2009 et depuis 2018 aussi pour l'élaboration des vins d'origine biologique. Et là aussi, on a regardé nos différentes souches et nos différents groupes génétiques, s'ils étaient sensibles, voire tolérants au chitosane. Et on a identifié donc des profils de souches sensibles, que j'ai représentés ici, des profils de souches plus tolérantes au chitosane, c'est-à-dire capables de pousser quand même un peu, malgré la présence de chitosane dans le vin. Et puis des profils intermédiaires. Alors un profil intermédiaire, ça veut dire que la souche est sensible ou tolérante en fonction du type de vin, donc de la matrice éventuelle utilisée. Et là aussi, ce que l'on peut voir, c'est que de fait, on a des souches qui sont plutôt tolérantes à la présence de chitosane. Donc là encore, ces souches-là, quand elles contaminent les vins, utiliser le chitosane n'est sans doute pas le meilleur moyen pour essayer de se débarrasser de Brett. Ce que l'on voit, la bonne nouvelle pour nous, c'était que le groupe rouge, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était tolérant au sulfite et globalement sensible au chitosane. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fonction du groupe et de la souche qui contamine le vin, on doit pouvoir identifier un mode de traitement qui va pouvoir être efficace, soit les sulfites, soit le chitosane. On s'est également intéressé à des traitements, on va dire, et des procédés innovants, notamment le traitement aux UV et à la lumière pulsée. Alors, ce sont des traitements qui ne sont pas encore autorisés à l'heure actuelle en œnologie, qui sont autorisés pour d'autres types de procédés, comme par exemple la production de jus de fruits, et dont on espère qu'ils pourraient être bientôt disponibles pour les vinificateurs. Alors, le traitement aux UVC à la lumière pulsée, comment ça fonctionne? Je vous ai mis ici des images des appareils qui ont été développés à la faculté d'œnologie pour traiter les vins. Alors, brièvement, vous voyez, il y a des tuyaux ici qui vont conduire le vin, qui sont entortillés autour de tubes de lampes UV. Et on allume la lampe UV, on fait passer le vin à l'intérieur du tuyau et ça permet de traiter le vin. Et on a le même genre de système qui a été mis en place pour procéder avec de la lumière pulsée qui envoie des flashs très très brefs sur le vin et qui permet donc qui ont ces deux types de traitements des propriétés antimicrobiennes. Alors là encore, ce que l'on a fait, c'est que l'on a regardé si ces traitements aux UV à la lumière pulsée pouvaient être efficaces pour lutter contre Brettanomyces bruxellensis. Alors Brettanomyces bruxellensis, elle est ici, et de nouveau, je vous ai représenté ici la croissance de Brett en l'absence de traitement, et puis plus on va vers du bleu clair, plus on augmente la dose de traitement ici aux UVC. Et ce que l'on voit, c'est que par exemple pour Brettanomyces bruxellensis, quand on augmente la dose d'UV par exemple, on va réduire complètement la croissance de Brettanomyces bruxellensis. Donc les UV sont très très efficaces pour lutter contre Brettanomyces bruxellensis. Et c'est pareil pour sa cousine, Brettanomyces anomalus. On l'a testé aussi pour d'autres types de levures qu'on peut retrouver dans le vin et vous voyez que ce n'est pas efficace de la même façon partout. Dans tous les cas, pour les Brett, ce que l'on voit, c'est que le traitement à la fois aux UV et à la lumière pulsée sont très efficaces. Et donc, on espère que ces types de traitements seront bientôt utilisables pour les vinificateurs. Ce qui reste maintenant à faire, c'est évidemment s'assurer que ces traitements aux UV à la lumière pulsée n'impactent pas les propriétés organoleptiques des vins, notamment dans le temps. Les premiers résultats sont plutôt prometteurs. On n'a pas d'altération du vin. Maintenant, il faut voir ce que ça donne à échéance de plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque vous le savez, le vin est un produit qui peut être amené à vieillir. Donc voilà, en conclusion, Brettanomyces bruxellensis est une espèce de levure absolument passionnante à étudier, qui présente une énorme diversité génétique
une énorme diversité phénotypique, c'est-à-dire des caractéristiques très très différentes. Et on a encore beaucoup de travail à effectuer pour mieux la comprendre et essayer de s'en débarrasser dans le vin. Et voici les personnes qui travaillent sur ce sujet au sein de l'UMR œnologie et qu'on appelle chez nous les Bretty People. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez poser des questions hein, donc dans la partie questions qui est en haut à droite de votre écran. Nous les prendrons bien sûr bien volontiers et nous y répondrons. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, nous passerons donc la parole à Rémi Baudouin. Bonjour Rémi, je vois que tu es arrivé, donc je vais enlever la présentation de Warren et te donner donc le partage d'écran. D'accord, merci Régis. Bonjour à tous. Donc ton partage d'écran, c'est voilà, c'est parfait. Si tu peux mettre en plein écran dans affichage. Voilà, est-ce que c'est bon? C'est parfait. D'accord, bon, merci à tous. Donc moi, je vais vous présenter, la suite à la présentation qui a été effectuée, Brettanomyces dans les cidres. Alors, ah, non, j'ai arrêté quelque chose, la présentation a été arrêtée, non? Non, non, tout va bien. Non, parce que oui, d'accord, ok. C'est bon, c'est juste moi. Donc, je suis très content effectivement que avant on ait pu parler aussi de Brettanomyces anomalus parce qu'effectivement c'est notre candidat dans le cidre principal. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des phénols volatiles dans les cidres. Ensuite, je pourrais aussi vous parler du double effet de Brettanomyces. C'est quelque chose d'assez original qu'on a pu voir dans nos produits. Et enfin, la présence de Brettanomyces en cidrerie et les moyens de lutte. Alors, tout d'abord, les phénols volatiles dans les cidres. Je vais vous parler effectivement de différentes choses. On parlera d'une cartographie des cidres qui a été effectuée il y a quelques années, des marqueurs qu'on retrouve dans nos produits au niveau sensoriel, au niveau de la dégustation, et puis le lien aussi entre la présence de phénols volatiles, donc liés à l'action de Brettanomyces, avec la typologie des cidriers. Alors, tout d'abord, on a fait il y a quelques années, ça remonte quasiment à 20 ans, une cartographie des cidres et on a pu la renouveler assez récemment aussi, mais on a trouvé à peu près la même chose. Donc on avait collecté 90 cidres avec un objectif de représentativité de la diversité des produits, c'est-à-dire qu'on n'était pas proportionnel au volume, mais d'essayer de maximiser la différence entre les produits, différents terroirs, différentes typologies d'élaborateurs. Et on les avait passés en analyse physico-chimique, mais aussi passés à un jury sensoriel pour le caractériser. Et si on représente dans le graphique de droite, vous allez voir, c'est une analyse en composantes principales, mais peu importe, n'essayez pas de retenir les noms. Ce qui est intéressant, c'est de voir une opposition entre des produits qui vont être qualifiés de fruités et des produits qui vont être effectivement phénolés, donc riches en phénol volatile. Alors, plus récemment, on a renouvelé en fait cette typologie de cartographie dans le cadre d'un autre projet. On a aussi maximisé la diversité. Cette fois, on était avec 70 titres et on a essayé d'aller un peu plus loin avec notre jury sensoriel. Et on a pu faire en fait 4 catégories de groupes de cidres. Alors, vous retrouvez les 2 groupes de cidres tels qu'on les avait vus dans les années 2000, des cidres qui étaient plutôt fruités, des cidres avec des défauts qualifiés d'odeur animale. Donc, c'est effectivement le descriptif qu'on a avec l'action de Brettanomyces, donc le paquet rouge que vous voyez là. Des cidres qui étaient plutôt avec une composante fruitée compotée. Alors, on pourra en parler, mais c'est plutôt lié à des procédés de pasteurisation sur ces produits-là. Et enfin, des cidres neutres qui n'avaient pas d'arôme très saillant, donc on peut dire sans vice ni vertu. Et donc, ça nous a permis de faire une catégorie, 4 catégories de produits, et on a derrière exploité ça par rapport aux analyses physico-chimiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est
vous voyez ici les catégories des produits. Hein. À gauche, vous avez le fruité compoté, les produits qui étaient qualifiés de neutres et les produits soufrés phénolés. Et vous avez pour différents esters d'acétate, hein, qui sont pour nous les drivers principaux du fruité des cidres. Voilà, tout apparaît. Les esters en fait d'acétate sont pour nous des drivers assez importants. Donc on est plutôt sur une typologie de composés volatiles, ce que vous avez vous sur des vins nouveaux. Donc on a plusieurs composés intéressants. On a l'acétate d'exyle, plutôt des arômes poires, l'acétate d'isoamyle qui va être poire, banane, et enfin l'acétate de phényléthyl qui est relativement spécifique du monde cidricole, avec plutôt quelque chose de floral ou anisé réglisse. Donc, ce qu'on peut voir globalement dans ce graphique-là, c'est que les produits fruités sont évidemment beaucoup plus riches en ces esters d'acétate. Vous voyez les graphiques avec la décomposition chacun des esters, que les produits fruités compotés, que les produits neutres, et enfin les produits soufrés phénolés. Donc, vous voyez que les molécules marqueurs du fruité, on les retrouve très peu dans les produits phénolés, mais de manière très importante dans les produits fruités. À l'inverse, si on regarde plutôt les analyses de phénol volatile, alors dans le cas du cidre, on a plutôt deux composés principaux, hein, qui est le 4-éthylphénol avec une odeur plutôt cuir, gouache, et le 4-éthylcatéchol qui peut être présent en très grande quantité dans nos produits, qui a plutôt une odeur de fumée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gradient inverse à celui qui vous était présenté précédemment. Les produits soufrés phénolés sont évidemment beaucoup plus riches en phénol volatile que les produits neutres ou que les produits fruités. Donc voilà, on a un espèce d'antigradient. Donc c'est vraiment le marqueur de nos produits phénolés, sachant que dans le monde cidricole, il y a effectivement des cidres qui sont phénolés, mais c'est pas le souhait des producteurs, parce qu'effectivement, ça uniformise l'ensemble des produits avec cet arôme qui n'est pas souhaité par la majorité des consommateurs. Alors, l'origine des phénols volatiles, c'est assez simple. Hein. On part de précurseurs qui sont des acides phénoliques estérifiés. Alors, dans le cas de la pomme, ils sont normalement toujours estérifiés. Il va y avoir une désestérification par des enzymes fongiques qu'on peut avoir sur les fruits, donc qui vont être dépendants de l'état sanitaire des fruits qu'on va rentrer dans la cinerie. Et une fois que vous avez des acides phénoliques libres, eh ben, vous allez pouvoir passer par toute la chaîne de réaction classique. Hein. On va passer par des produits, des vinylphénols, et ensuite des éthylgaiacols, des éthylphénols. Alors, nous, dans notre matrice jus de pomme, on a beaucoup d'acide coumaroalkynique, et donc beaucoup d'acide pécumarique, et d'acide caféoalkynique, donc de l'acide caféique, qui vont donner à la fois le 4-éthylcatéchol et le 4-éthylphénol. Nous, on retrouve très peu, voire pas, de 4-éthylgaiacol. Alors, on a par rapport à ces précurseurs de phénol volatile une sensibilité liée à la variété. Vous voyez que certaines variétés sont beaucoup plus riches que d'autres. Hein. Vous voyez la variété Kermorien, qui est une variété amère, est très riche en polyphénol, mais aussi très riche donc en acide phénolique libre, qui vont pouvoir donner beaucoup de phénol volatile. Donc ensuite, cette transformation, elle peut se faire par Brettanomyces, et c'est majoritairement en Brettanomyces qu'on retrouve quand on a la production de phénol volatile dans nos cidres. Alors, si on regarde maintenant quelque chose qui est plutôt schématisé, en fait, un gradient de teneur en phénol volatile, pour vous montrer qu'en fait, on a quand même un lien avec la technologie. Ce qu'on va retrouver, c'est les produits les plus riches en phénol volatile sont surtout des produits issus des laboratoires fermiers qui produisent peu de bouteilles. En fait, c'est des ateliers qui vont produire moins de 100 000 bouteilles par an en général, hein, avec des cuveries qui sont peu ou pas tempérées. Alors, quand j'entends cuverie, c'est des cuveries de fermentation. On va être avec des prises de mousse en bouteille sans dégorgement, avec une flore qui peut être issue de levure sèche active, un relevurage, où on travaille en souche indigène, et derrière, il n'y a pas de traitement thermique, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont
continuer à vivre, parce que dans le cidre, à la mise en bouteille, il y a toujours du sucre. Il y a largement ce qu'il faut au niveau substrat carboné, et c'est souvent à ce moment-là qu'on retrouve une production de phénol volatile importante. Et à l'inverse, vous allez avoir des cidres en fait faits par des élaborateurs de taille un peu plus importante, hein, qui font plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de bouteilles par an. Là, on va avoir du froid en cuverie. Les produits sont généralement gazéifiés et il y a une pasteurisation qui bloque toute évolution post-embouteillage. Donc derrière, c'est des produits où on va avoir peu d'action de Brettanomyces. S'il y a une action de Brettanomyces, elle a eu lieu en cuve. Donc voilà, maintenant je vous ai décrit un peu le panorama et puis le lien avec la technologie et la production et l'apparition de phénol volatile. Maintenant, je vais vous parler du double effet de Brettanomyces dans nos produits. Alors, dans les graphiques que je vous ai présentés précédemment, vous avez pu voir que les produits fruités étaient riches en ester d'acétate et par contre que les produits soufréophénolés étaient peu riches dans ces marqueurs du fruité. Et donc on avait un gradient inverse avec la partie phénol volatile. Et on s'est quand même posé la question face à cette corrélation qu'on avait observée dans ces 4 groupes de cidre, de se dire bon, que se passe-t-il? Est-ce que Brettanomyces a un effet direct sur les esters d'acétate? Donc on a fait en laboratoire des essais d'inoculation de Brettanomyces anomala dans des cidres fruités riches en esters d'acétate. Et ce qu'on s'aperçoit, alors ici le graphique est peut-être un peu compliqué, mais ce que vous pouvez voir, c'est sur les graphiques qui sont plutôt sur la partie supérieure, les courbes qui sont dans la partie supérieure, on représente la population. Donc là, c'est vous avez une inoculation à J0 qui va être de l'ordre de 10 puissance 5 Brettanomyces et vous allez avoir une croissance en fonction de l'avancement de la fermentation. Donc voilà, on atteint des populations qui sont quand même assez importantes, hein, de 1 million à 10 millions de levures par millilitre de Brettanomyces. Et les 3 courbes qui partent d'en bas à gauche, c'est la production de catéthylphénol dans le temps. Donc on observe des choses qu'on connaît bien, hein. On va mettre des Brettanomyces, on va avoir des productions de phénol volatile. En l'occurrence ici, c'était le catéthylphénol qu'on avait dosé, mais ça aurait marché aussi avec le catéthylphénol. Et à côté de ça, on a regardé quelle était la teneur en acétate, en ester d'acétate. Alors on a choisi l'ester qui est d'acétate, qui est l'acétate d'exil, hein. C'est un ester d'acétate qui est assez recherché dans nos produits, hein, souvent arôme poire. Et c'est un composé qui est relativement labile. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on a une diminution assez importante de la teneur en ester d'acétate et cela assez rapidement. Donc, c'est plutôt en phase de croissance de la levure Brettanomyces, hein. Et ce qu'on a pu quantifier ici dans le tableau que je vous mets à peu près à droite, la population, le couple population-temps. Alors c'est bien sûr une approximation, hein, mais ça vous donne en fait le couple temps-population qui va vous permettre de détruire ce marqueur du fruité. Alors bien sûr, on a vérifié, hein, ça marche. Si on dose l'acétate de phényléthyl, c'est pareil, et si on dose l'acétate d'isoamyle, qui est plutôt poire, on retrouve les mêmes courbes avec les mêmes cinétiques. Vous voyez que avec des populations relativement faibles, hein, de l'ordre de 10 000 cellules de Brettanomyces viables par millilitre, en une centaine de jours, on peut réussir à détruire ces marqueurs du fruité. Et donc, à la fois faire baisser le fruité des produits, le perdre, mais ensuite avoir la double peine avec la production de phénol volatile. Et si on regarde les deux courbes, là je vous ai mis les deux graphiques, en fait les phénols volatiles en bas et les esters d'acétate en haut, on voit que la production excusez-moi, de phénol volatile, on la sent, enfin on la détecte olfactivement ou à la dégustation, bien après qu'on ait détruit nos esters d'acétate. Donc ça veut dire que suivre la production ou l'apparition de phénol volatile n'est pas un moyen de pilotage intéressant. On va perdre tout notre fruité bien avant qu'on puisse s'en rendre compte. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une prophylaxie sur toutes les cuves. Alors maintenant, dernière partie qui est un peu plus appliquée, hein,
Donc, vous avez compris qu'on ne veut pas de Brettanomyces. Et l'idée, c'était d'essayer de voir dans les cidres qui n'étaient pas pasteurisés qu'est-ce qu'il se passait, c'est-à-dire est-ce que les phénols volatiles qu'on retrouvait au moment où on allait déguster nos produits, est-ce qu'ils venaient d'une évolution en cuve ou est-ce qu'ils venaient d'une évolution post-embouteillage? Alors ici, vous avez la réponse sur ce graphique. On a suivi plusieurs produits du stade mou, jusqu'au stade produit mis en bouteille, jusqu'à à peu près 2 ans de vieillissement. Alors ici, vous avez un graphique là qui vous donne une durée en jours, sachant que le J0, c'est la date d'embouteillage. Donc tout ce qui est négatif, c'est ce qui est fait avant l'embouteillage, c'est-à-dire le pressage des pommes, l'évolution en cuverie, la fermentation, et à J0, vous êtes à la mise en bouteille. Et ensuite, vous avez une conservation. Vous voyez, on a fait des points 6 mois après, 1 an après et 1 an et demi après. Et ce qu'on voit, c'est que majoritairement la production de phénol volatile a lieu en post-embouteillage. Donc voilà, donc c'est pas forcément des produits qui sont intéressants à vieillir, des produits non pasteurisés. Alors, si on regarde sur les mêmes produits, quelle était en fait la présence, pas dire la prévalence de Brettanomyces à l'embouteillage. Donc, si on regarde à la mise en bouteille, c'est les graphiques du haut, ce qui est en bleu. On s'aperçoit que sur une trentaine de % des lots qu'on avait pu tester, on avait une absence de présence de Brettanomyces. Alors, quand je marque absence, c'était une absence dans 1 ml. Et ensuite, on voyait déjà des produits qui avaient des populations en Brettanomyces importantes à très importantes. Vous voyez déjà, on avait 25% des produits qui étaient aux environs entre 1000 à 10 000 cellules de Brettanomyces par millilitre. Donc c'est très important. Et on voit ce qui se passe 6 mois après. C'est pas trop compliqué à deviner. Il y a une croissance de ces Brettanomyces dans le cidre qui est embouteillé. Une croissance qui a lieu en même temps que les levures qui vont faire la prise de mousse en bouteille. Et puis on voit aussi que le pourcentage de produits sans présence de Brettanomyces a diminué, c'est-à-dire qu'on était sur des populations qui étaient très faibles et qu'on ne détectait pas à la mise en bouteille et qui se sont développées. Ensuite, si on regarde effectivement après ces 6 mois de mise en bouteille, on voit au départ sur la moyenne des produits, on était à 0,9 unités d'odeur. Alors unité d'odeur, c'est la concentration divisée par le seuil de détection. Ça veut dire qu'on était limite à pouvoir le détecter, mais on peut observer cette contribution, la sentir quand même. Et après 6 mois de mise en bouteille, avec l'itinéraire qu'on avait reçu des cynriers, on avait largement dépassé le seuil de perception, c'est-à-dire qu'on avait une évolution. Donc ça, c'est bien ce qu'on a vu dans les graphiques précédents, c'est-à-dire une évolution des teneurs en phénol volatile, et puis liée à la croissance des levures. Alors, on avait fait un outil à vocation démonstrative. On avait pris les produits qui étaient faits par les cynriers. On les avait donc la moitié laissés vieillir pour cet essai, et on avait choisi de la moitié des volumes de les traiter chez nous, d'effectuer une microfiltration tangentielle avec une membrane minérale qu'on a chez nous, 0,14 microns, et derrière remettre la levure sèche active qui était utilisée par le producteur pour faire la même prise de mousse que lui avec la même levure, et on a comparé les produits. Et vous avez ici le petit graphique que vous voyez en orange. Vous voyez qu'ici, après 6 mois de bouteille, si on fait une microfiltration tangentielle et un ensemencement avec une levure sèche active, on n'a pas d'évolution post-embouteillage. Donc ça veut dire que le problème, il se situe vraiment au niveau de la mise en bouteille et des pratiques des cynriers à ce niveau-là. Alors, ici, c'était un autre exemple qu'on avait pu voir. Voilà, d'autres produits relativement récents avec un vieillissement des produits et des populations assez importantes en Brettanomyces. Et on s'était posé la question de revoir aussi à la mise en bouteille ce qu'il y avait comme présence de Brettanomyces. Et vous voyez ici, là, c'est après 4 mois de mise en bouteille en bleu. Et vous voyez, à l'embouteillage, on avait la même chose, des produits sur lesquels on avait des détections relativement fortes de Brettanomyces. Et donc, on s'est posé la question dans cet atelier, quel était le coupable? Et
ce qu'on voit, c'était que la filtration de l'atelier était relativement peu efficace. C'était une filtration sur terre blanche, avec l'objectif du cydrier de laisser quelques levures pour limiter l'oxydation à la mise en bouteille. C'est quelqu'un qui gazéifiait, mais il souhaitait en fait consommer l'oxygène qui pouvait être apporté lors de la gazéification par des levures. Donc derrière cet atelier-là, on lui a conseillé effectivement de travailler en microfiltration tangentielle et de travailler avec un léger levurage à la prise de mousse, enfin pour faire sa mini prise de mousse complémentaire de sa gazéification. Et derrière, cet atelier-là a amélioré fortement la qualité de ses produits. Alors, au-delà, on a essayé aussi de se dire, bon bah voilà, d'où viennent les Brettanomyces? Est-ce que ça vient par les fruits? Est-ce que ça vient par l'atelier? Et ça fait suite à la présentation qui était faite précédemment. On considère que c'est globalement, ça vient de l'atelier. Sur le matériel, sur l'ambiance, c'est vrai qu'on en retrouve, si on fait des écouvillonnages sur cuve, sur tuyau, on peut en retrouver. Donc c'est plutôt l'hypothèse d'une présence dans l'atelier. Et puis on a regardé aussi quels étaient si ça pouvait être présent sur le matériel, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient présentes sur les centrifugeuses. Alors, il faut savoir que dans la production de cidre, contrairement au vin, on cherche à avoir des fermentations qui sont relativement lentes, parce qu'on cherche à garder du sucre jusqu'en fin de fermentation et sur toute la période, c'est-à-dire que les fruits sont pressés entre septembre et décembre, et on cherche à embouteiller du cidre jusqu'au mois d'août. Et donc, il doit aussi contenir du sucre. Voilà, c'est la caractéristique de notre produit. Donc derrière, on fait des réductions de biomasse pour avoir des fermentations qui sont très très lentes. Et pour ça, on utilise soit des filtres avec une filtration relativement lâche, soit des centrifugeuses qui vont permettre de débourber en grosse partie et d'éliminer à peu près entre 70 et 80% de la flore. Et on s'est aperçu que certains matériels étaient relativement contaminés en Brettanomyces parce que c'est des matériels qui étaient difficiles à nettoyer. Et on s'est observé que la centrifugeuse était un point noir. Les filtrataires aussi. Il pouvait y avoir on pouvait retrouver quelques Brettanomyces dans les tuyaux, les pompes et les cuves, mais c'était du matériel qui était relativement bien désinfecté et nettoyé. Alors, du coup, voilà, ça fait partie des travaux qu'on fait actuellement, en fait, de rendre, de pousser les cidriers qui ont des petits ateliers à mieux nettoyer et désinfecter leur matériel, parce que c'est des sources d'ensemencement relativement importantes en Brettanomyces. Alors, autre levier qu'on a pu voir, c'est la température, qui est un levier très important de notre côté. Il faut savoir qu'en cidrerie, généralement, les ateliers sont souvent climatisés et les fermentations ont généralement lieu à moins de 10 degrés. On a pas mal d'ateliers qui fermentent à 5 à 6 degrés. Alors ça s'explique parce qu'on cherche à avoir une fermentation relativement lente. Alors, on a un bénéfice quand même assez important à fermenter lentement, parce que Brettanomyces est très sensible au froid. Ici, ce petit graphique, il vous donne le temps de génération en jours qu'on avait pu estimer par rapport à des expérimentations qu'on avait faites. Et on s'aperçoit qu'au-dessous de 8 jours, au-dessous de 8 degrés, le temps de génération est très fortement augmenté. Et que globalement, au-dessous de 6 degrés, on a très peu, la vitesse de croissance de Brettanomyces est très très lente. Par contre, ça gêne très peu nos levures de fermentation qui sont des Saccharomyces suvarum. Voilà, ça gêne très peu la croissance de ces levures. Après, comme on travaille à basse température, le métabolisme est ralenti, donc on fermente lentement, mais c'est pas un problème de notre côté. Donc, cette idée de climatiser les ateliers, c'est quelque chose de très important de notre côté pour limiter l'impact de Brettanomyces. Alors, pourquoi ce travail est relativement important sur la partie température? Parce que dans les cidres, on est globalement à des pH qui sont relativement élevés par rapport aux standards que vous allez pouvoir avoir en vin. On est plutôt de 3,7 à 4,2. Et donc l'efficacité du SO2 est relativement faible dans notre produit. Donc voilà, nous, notre credo pour la filière, c'est vraiment la température et puis travailler sur l'hygiène avec des travaux qu'on continue sur la modification du matériel pour le rendre nettoyable
beaucoup plus facilement, que ça puisse être automatisé, travailler en temps masqué. Ça, c'est vrai en particulier pour des tireuses isobarométriques, donc des tireuses qui permettent de mettre un liquide qui est gazéifié sous pression en bouteille, sans le désaturer. Donc, c'est du matériel qui est très compliqué à nettoyer. Et puis, on travaille vraiment sur la partie nettoyage des infections avec la recherche de matériel pour aider nos producteurs. Et puis, surtout, ça passe par l'appropriation par les cynriers avec des essais de démonstration en atelier. Voilà, c'est bien de dire, voilà, la théorie du nettoyage des infections, c'est ça. Mais il faut vraiment derrière porter la bonne parole et montrer et démontrer en atelier que c'est possible, que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Et puis, on a des travaux aussi qui sont plutôt plus exploratoires sur les essais de flore de bioprotection derrière pour essayer de limiter la prévalence de brette lors de nos fermentations très lentes, alors que dans le vin, vous pourriez qualifier de languissante. Mais voilà. Donc voilà rapidement brosser les Brettanomyces dans le cas du cidre. Je ne sais pas s'il y a du temps pour quelques questions. C'est regroupé à la fin, Stéphane. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. Oui, il y a deux questions qui ont été posées. Je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on les pose maintenant, de façon à faire une sorte de petite pause et que ce ne soit pas qu'un cours académique. Je vais me permettre de poser les questions. Elles sont donc les suivantes. Concernant l'intervention sur les brettes en œnologie, apparemment, le SO2 ne serait pas si efficace que ce que l'on peut dire en règle générale. Faut-il en conclure que son utilisation n'est plus à conseiller contre les brettes? Warren, peut-être? Oui, du coup, effectivement, c'est vrai que ce que l'on voit, nous, en œnologie, c'est qu'il y a au moins 40% des souches de brettes qui sont tolérantes ou résistantes au sulfite. Alors, est-ce qu'il faut complètement abandonner l'utilisation des sulfites? En fait, l'idéal, ce serait d'être capable d'identifier si la souche va être tolérante ou résistante au traitement pour pouvoir identifier le bon traitement à appliquer. Donc, il y a des outils moléculaires qui permettent de le faire, qui sont un peu coûteux, qui ne sont pas encore répandus de façon très, très commune. Bon, voilà, ça c'est pour les sulfites. De toute façon, j'ajoute qu'on est quand même dans une période où de plus en plus le consommateur va avoir tendance à rechercher des produits qui sont quand même assez peu chargés en sulfite. Donc, se tourner vers d'autres types de traitements, ça peut être aussi intéressant ou limiter leur utilisation dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, je pense, définitivement sorti en œnologie de l'utilisation massive du sulfitage pour essayer d'éliminer brette. On sait que ça n'est pas une solution, on sait que ce n'est pas la panacée universelle. Très bien, merci beaucoup, Warren. Mais je pense qu'il y aura une autre question qui vous est également destinée. Concernant les vins blancs élevés sur lit, il est observé parfois une diminution du caractère gouache animal. Pouvez-vous justifier ou expliquer cette impression? Est-ce que c'est un effet de collage des lits? Alors, on parle de vin blanc, là, c'est ça? Oui, vin blanc. Alors, je ne vais pas être capable de répondre à la question parce que je n'ai pas trop connaissance de ces aspects-là. Moi, ce qui m'a été rapporté concernant les vins blancs, c'est que les fois où les vinificateurs ont identifié des problématiques, on va dire, sur les vins blancs et identifié que la problématique pouvait être liée à Brettanomyces, c'est souvent on observait un trouble dans les vins, comme par exemple vin blanc ou vin de champagne également. Et en fait, c'est plutôt le trouble qui était problématique. Il n'y avait pas forcément d'altération décrite, d'altération organoleptique, j'entends, associée. Donc, je ne saurais pas vous répondre sur cet aspect-là, sur c'est quoi, un arôme de gouache, vous dites? Oui, c'est ça. Ça m'a pas été rapporté spécifiquement, donc je ne peux pas vous dire si c'est spécifiquement lié à Brett ou à autre chose. On prend une dernière question. Merci beaucoup, Warren. Malgré une hygiène stricte, vapeur pour les fûts,
les brets se développent quand même. Leur capacité de sporulation a-t-elle été étudiée? Alors oui, ça fait partie des choses qu'on est en train de... Il y a beaucoup de travaux sur le sujet en ce moment pour différents instituts qui travaillent sur le vin en France. Brettanomyces, comme je vous le disais au tout début, elle a souvent une forme de levure, mais elle peut avoir d'autres types de formes, comme des formes pseudo-hyphales, qui ressemblent beaucoup plus à des moisissures. Elle fait aussi, ça a été observé récemment, des formes un peu particulières. On ne sait pas trop si on peut vraiment les qualifier de spores, mais dans tous les cas, il y a des formes cellulaires très particulières qui lui permettent sans doute, c'est notre hypothèse, mais ça reste encore à démontrer formellement, hein, qui lui permettent sans doute de résister et de persister dans les chais sur de très longues périodes et d'attendre tranquillement d'une année sur l'autre de pouvoir recontaminer les vins. Et oui, effectivement, c'est un problème. Et il y a d'assez nombreux travaux sur le sujet un petit peu partout en France et à travers le monde. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui est posée, je pense que ça vaut le coup qu'on puisse y répondre. Et après, on passera bien sûr à l'intervention sur les brets dans les bières avec Claire Corrigan. Voici la question. Nous avons vu que les brets résistants au sulfite étaient des souches exclusivement rencontrées en milieu vinicole. Y a-t-il eu un phénomène de sélection dû à leur exposition au soufre et un renforcement de leur résistance? C'est tout à fait possible, effectivement. Ça reste une de nos hypothèses, là aussi, qui reste à démontrer formellement. Ce qui est sûr, ce que l'on voit, c'est que ces souches résistantes, tolérantes au sulfite étaient assez peu identifiées avant les années 1990 et que depuis les années 90, on a vraiment utilisé de façon un peu plus massive, je veux dire, l'utilisation des sulfites pour essayer de lutter contre Brett. On voit une augmentation de ces souches, de la proportion de ces souches tolérantes ou résistantes au sulfite. Donc, il est effectivement tout à fait possible qu'en essayant de traiter Brett avec les sulfites, on ait au contraire sélectionné préférentiellement des souches tolérantes résistantes au sulfite. Et j'ajoute qu'en Australie, où il y a une période vraiment où ils ont traité de façon très massive, à des concentrations très élevées, leur vin avec des sulfites pour essayer d'éliminer Brett. En Australie, aujourd'hui, je crois que c'est 90% des souches qui sont tolérantes ou résistantes au sulfite. Donc, je pense qu'ils sont revenus aujourd'hui de cette stratégie. Mais oui, c'est tout à fait possible, au même titre que l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques peut favoriser l'émergence et la sélection de souches résistantes. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé également pour Brett. Ça reste à démontrer formellement, mais on a quand même de bons indices sur ce sujet. Merci beaucoup, Warren, pour cette démonstration. Et je vais passer la parole donc à Claire Corrignan. Pardon, Claire, d'avoir écorché votre nom. Pas de souci. Pour la troisième présentation concernant la bière. C'est à vous. Alors, de mon côté, moi, je vais vous parler des Brettanomyces dans la bière. Donc, ce qu'il faut, je vais d'abord, au niveau du plan, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous introduire le process brassicole. Donc, l'idée, ça va être de vous expliquer un petit peu comment on fabrique la bière et à quel stade on peut avoir des soucis au niveau de la production de bière. Ensuite, je vais vous expliquer les impacts du coup sur tout ce qui est présence involontaire de Brettanomyces. Et là où ça va être un petit peu différent de ce qu'on a pu voir dans le vin et la bière, je vais vous expliquer aussi tout ce qui est présence volontaire de Brettanomyces. Donc sur certains types de bières, le fait d'avoir de la Brettanomyces est recherché. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu les deux points de vue. Donc si je dois d'abord vous parler de la présence involontaire des Brett, en fait, si je dois reposer un peu le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la grande majorité des brasseurs, l'objectif, c'est de ne pas avoir de Brettanomyces dans leur bière ou même dans leur atelier. Je ne vais pas forcément revenir sur tous les moyens de prévention de Brettanomyces, mais après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la brasserie, comme on utilise beaucoup de matières premières,
pas forcément, enfin que ce soit au bloc chaud, au bloc froid, on peut avoir une introduction de Brettanomyces un petit peu à différents moments du process. Donc c'est assez compliqué de savoir parfois d'où viennent les Brettanomyces. Et le problème souvent, c'est qu'une fois qu'elles sont installées dans les brasseries, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc en fait, souvent au final, on va finir par les retrouver dans les soutireuses, dans les tuyaux, dans les pompes, souvent dans des coudes qui sont difficiles à nettoyer. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'on va conseiller aux brasseurs, c'est vraiment un bon nettoyage et une bonne désinfection des équipements. Parce qu'on est un petit peu comme dans le cas du cidre. Pour nous, on va pas on va pas sulfiter les bières parce que déjà d'une, les brasseurs ne veulent pas trop de sulfite dans leurs bières. Et de deux, en fait, on est sur des pH assez hauts, plutôt autour de 4,2, 4,5. Donc en fait, c'est un peu moins efficace. Donc pour nous, vraiment, le moyen de contrôler les brettes, c'est l'hygiène sur tous les équipements et faire attention aux pratiques. Donc en fait, si je dois vous expliquer ça un peu plus précisément, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la bière, on va avoir toute une partie qu'on va appeler le bloc chaud. Donc en fait, c'est là où on va mélanger notre farine de malt d'orge avec de l'eau. On va utiliser différentes températures pour faire travailler certaines enzymes qui vont nous produire du sucre. Donc c'est ce qui va se passer en cuve matière ici. Après, on va séparer notre mou des grains. Ensuite, on va aller en chaudière à houblonner. Là, on va faire bouillir notre mou. Donc à ce stade-là, on a un mou qui va être stérile en fait. Donc les risques de contamination à ce stade sont inexistants. Après, on va passer sur une étape de whirlpool. L'idée, c'est plutôt de se débarrasser de la cassure protéique et un petit peu de tous les résidus de houblon qu'on aura pu mettre avant. Et en fait, une fois cette étape finie, on va refroidir notre mou et on va aller fermenter. Donc à partir de ce stade-là, on a un mou en fait qui est très riche en sucre, mais aussi en azote, en vitamines, en minéraux. Donc en fait, les micro-organismes se développent très bien dedans. Et en fait, à partir de ce stade-là, on peut avoir un risque de contamination. Après, en brasserie, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a du coup un mou qui est stérile et on va l'ensemencer, donc soit avec de la levure sèche active, soit avec des levures liquides ou des levures qu'on a utilisées sur d'autres fermentations. Donc, on va les récupérer en pied de tank et on va les utiliser. Et on a des fermentations assez courtes. Donc, en fait, en général, en 5 à 10 jours, nos fermentations sont finies. On va refroidir la bière. Donc là, une fois qu'on est à froid, on a peu de risque de développement de Brettanomyces. Et après, nos bières vont être conditionnées. Et une fois qu'elles sont conditionnées, elles sont stockées à température ambiante et c'est là où on peut parfois voir apparaître les Brettanomyces, mais seulement dans le produit fini. Donc c'est assez difficile parfois de savoir quand est-ce si on est contaminé ou pas. Donc, en fait, si je dois vous expliquer ça un petit peu plus d'un point de vue physico-chimique, donc à l'étape de brassage, l'idée c'est d'avoir un jus sucré. La particularité en brasserie, c'est qu'on ne va pas avoir seulement des sucres simples. En fait, on va avoir une partie de sucre simple, donc du maltotriose, du maltose et du glucose. En fait, ça c'est le maltose, c'est 2 glucoses associés, le maltotriose, c'en est 3. Et en fait, on a une partie des sucres qu'on va appeler des dextrines, en fait, qui sont juste des longues chaînes de glucose qui ne sont pas utilisables par les levures, en tout cas par Saccharomyces, et du coup, en fait, qui vont permettre d'avoir un corps dans la bière. Ça évite d'avoir quelque chose de très sec, trop acide et pas forcément agréable à boire. Donc, une fois qu'on a fini notre fermentation, généralement, on a 5% d'alcool. Après, sur les bières, on va de 1,2 à 12% si certains brasseurs veulent le faire. Et ensuite, on conditionne. Donc, en fait, quels sont les risques un petit peu avec Brettanomyces sur une bière? Donc, généralement, toute l'étape de fermentation se passe bien parce qu'on est sur la levure sèche active, on est sur du milieu riche, on va refroidir et en fait, c'est plutôt une fois conditionné, si on a une contamination, on a des choses qui vont apparaître, mais très lentement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Brettanomyces va avoir 3 gènes, c'est STA1, STA2 et STA3. Ça code pour une glucoséminase et en fait, les dextrines dont je vous ai parlé juste il y a un instant, les Brettanomyces vont pouvoir les dégrader. En fait, du coup, on va avoir une dégradation des dextrines et on va avoir du glucose et le glucose est fermentescible. Donc en fait, on va avoir une fermentation qui va se faire très lente parce que généralement, quand on a une contamination de Brettanomyces, on est quand même sur des très faibles quantités. Mais petit à petit, on va avoir du coup une quantité de Brettanomyces qui va légèrement augmenter. On va avoir une fermentation et en fait, les conséquences, ça va être une bière sèche, mais ça encore, c'est pas très grave.
En soi, c'est juste un peu moins buvable. On va avoir un taux d'alcool qui va augmenter. Donc ça, c'est plus compliqué pour les brasseurs dans le sens où il y a une taxe sur l'alcool à payer et quand on déclare un alcool aux douanes, il faut le respecter. Si on ne le respecte plus, là, ça peut être problématique. Mais surtout, en fait, on va avoir un risque de surcarbonatation. Donc avec un risque de gushing, quand on dit gushing ou giclage, c'est une bière qui va surmousser. Dans certains cas, si on a vraiment une très très forte refermentation en bouteille, on va avoir un risque de bouteille qui va éclater même. Donc là, du coup, on a un risque pour le consommateur. Et ça, pour le coup, c'est très très compliqué à gérer pour le brasseur parce que si on a un risque pour le consommateur, ça peut avoir des graves conséquences pour la brasserie. Donc en fait, ce qui est très compliqué pour les brasseurs, c'est vraiment quand ils vont libérer leur lot, ils vont pas forcément savoir s'ils ont une contamination ou pas. Donc c'est là où c'est assez difficile. Et en plus, on aura aussi Brettanomyces, ça produit des arômes assez particuliers. Donc en fait, on va avoir des soucis de dépôt de levure. Donc ça va sédimenter, ça va faire un petit dépôt, mais c'est pas très grave. Et on va avoir les faux goûts vraiment très classiques qu'on va retrouver chez les brettes, le vinaigre, couverture de cheval, cours de ferme. Et du coup, en fait, quand on vend des bières qui sont censées être assez standards, c'est difficile de justifier ces problèmes-là et surtout les risques dus à la surcarbonatation. Ça, c'est vraiment les risques majoritaires en brasserie. Ensuite, en fait, on a aussi quelques brasseurs qui sont de plus en plus nombreux, qui recherchent vraiment la présence de Brettanomyces pour le côté aromatique. Donc, en fait, dans ces cas-là, on va avoir un peu trois souches de Brettanomyces majoritaires qu'on va utiliser. Donc, la Brettanomyces bruxellensis, qui est la plus connue. Typiquement, en fait, la brasserie Orval, ils vont l'utiliser en refermentation bouteille. Donc là, on va avoir la production de goûts typiques, goût d'écurie, acidité, phénolique. Donc l'idée, c'est pour fermentation bouteille pour carbonater la bière. Et en fait, on dit même que sur cette bière, elle serait meilleure 3 ans après embouteillage qu'une fois qu'on l'achète, parce que du coup, on aurait un goût qui s'affine grâce à la levure. La deuxième levure qu'on va trouver, la deuxième Brettanomyces qu'on va trouver, c'est la Lambicus. Donc en fait, typiquement utilisée dans les lambics. Après, c'est une souche qui appartient à la famille des Brettanomyces bruxellensis. Donc les lambics, c'est de la fermentation spontanée. Je vais revenir un petit peu dessus après. Et enfin, on a la Brettanomyces clauseni, qu'on va plutôt retrouver dans les barriques. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on va retrouver de plus en plus chez une grande majorité des microbrasseurs, où ils commencent à mettre des barriques de côté chez eux et à mettre des bières dedans et à laisser vieillir. Et du coup, on a vraiment les Brettanomyces qui peuvent se développer et apporter des côtés aromatiques assez sympas, notamment du fruité. Donc, si on revient un petit peu sur les deux grandes utilisations de Brettanomyces dans des bières, donc on va avoir les lambics. Donc, en fait, on est sur la fermentation spontanée. Vous avez l'image juste là. En fait, on va avoir une grande cuve à l'air libre et l'idée, c'est de laisser le mou qui est sorti de la salle à brasser se contaminer, entre guillemets. Et du coup, là, en fait, on va avoir des Brettanomyces qui vont aller dedans. On va avoir aussi de la levure, on va avoir des bactéries. La particularité, en fait, c'est qu'on a des cuves qui sont très, très larges et très peu profondes. Donc, en fait, on a une très grosse surface de contact avec l'air. Ça permet les meilleurs échanges et une meilleure contamination. Et ça, c'est vraiment, en fait, les lambics, c'est une appellation particulière des bières et il faut vraiment respecter ce process pour pouvoir utiliser ce nom. Ensuite, on a tout ce qui est en barrique. Donc, en fait, là, c'est une fois qu'on a les bières finies, bien souvent, on va finir par les mettre en barrique. Donc, souvent, ça peut être des barriques à whisky, des barriques qu'on a utilisées en œnologie. C'est un peu tout ce qu'on veut. Ça va être au choix du brasseur. Et en fait, on va avoir des choses très intéressantes parce que la Brettanomyces, elle a une activité bêta-glucosidase. Et du coup, ça va lui permettre de dégrader la cellobiose du bois. Et du coup, on va avoir une interaction entre la levure et le bois qui va être intéressante et ça va permettre de produire des arômes. Donc, du coup, on va avoir un apport aromatique très, très, très intéressant. Et du coup, on a des bières qui peuvent être très bonnes si le choix de la barrique a été bien fait et si on a une fermentation qui a été bien gérée et contrôlée.
Ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en brasserie, on utilise du houblon aussi bien en bloc chaud qu'en fermentation. Donc l'intérêt de l'utiliser en fermentation, ça va être pour l'apport très fruité des houblons. On a des houblons qui vont donner un côté mangue, pêche, fruits rouges. On peut même avoir des côtés très épicés, herbacés. C'est un peu au choix de la variété. Enfin, selon le choix de la variété de houblon, on peut avoir des choses très intéressantes. Et il y a une chose qui est aussi très intéressante, c'est l'interaction entre la levure et le houblon, et notamment Brettanomyces, qui en fait a une activité bêta-glucosidase. Et en fait, quand on va faire un dry hopping, le houblon il va libérer des composés. Et il y a beaucoup de ces composés qui sont toujours liés et du coup qui ne s'expriment pas d'un point de vue aromatique. Donc l'idée là, ça va être d'utiliser de la levure, donc là la Brettanomyces, qui avec son enzyme va pouvoir libérer les composés et du coup fortement renforcer le côté aromatique. Après, c'est quand même à modérer dans le sens où on sait qu'on a une forte activité de la bêta-glucosidase chez les Brettanomyces. Il y a quand même une majorité de l'activité qui est intracellulaire, mais la biotransformation réalisée est quand même suffisante pour voir une augmentation de l'apport aromatique et on va surtout avoir, en fait, parce qu'on va libérer typiquement du linalol qui a un côté très agrume et du coup qui donne aux bières un côté très fruité et très agréable, surtout sur les styles un peu IPA ou NEIPA. Donc, et on a aussi le côté floral qui va ressortir, mais un peu moins. C'est majoritairement un côté très agrume. Donc on a des interactions très intéressantes avec les Brettanomyces. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en brasserie, quand on va utiliser la Brettanomyces, au-delà de la biotransformation et tout, ce qui va être très 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 recherché, c'est tout ce qui est les composés phénoliques volatiles. Donc en fait, quand on parle de Brettanomyces, tout ce qui est écurie, basse-cour, c'est vraiment des goûts qui ne sont pas recherchés aussi bien dans le cidre que dans le vin. Alors qu'en brasserie, c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir avoir. Donc en fait, on va avoir ces productions grâce à certaines enzymes et surtout en présence d'acide férulique. Donc nous, on en a légèrement dans nos bières. Et du coup, en fait, on va avoir la production des différents composés phénoliques que vous voyez juste ici. Et en fait, on va avoir des goûts très particuliers. Donc on va avoir le côté médicinal, cheval, on va avoir un petit peu de fumée, un petit peu d'épicé. On a aussi le côté clou de girofle, à savoir que le clou de girofle, on l'a chez Brettanomyces, mais c'est pas forcément ce qu'on va ressentir le plus dans les bières où elles sont présentes, mais on a certaines levures Saccharomyces qui peuvent le produire, et c'est typiquement des choses qu'on recherche sur des bières blanches. Et du coup, là, on va avoir des aromatiques vraiment très forts et très présents, qui vont donner un goût très particulier aux bières et qui sont fortement appréciés chez pas mal de consommateurs. Après, ce qu'il faut aussi souligner, mais Rémi en a déjà parlé un petit peu au niveau du cidre, c'est qu'en fait, Brettanomyces peut produire certains arômes, certains esters fruités, mais ils ont aussi la capacité d'en dégrader certains. Et en brasserie, c'est notamment l'isoamyle acétate qui donne le côté banane qui est très recherché sur certaines bières blanches. Et du coup, c'est un peu à double tranchant parce que parfois, on va perdre énormément le côté fruité qu'on peut avoir sur certaines bières. Donc souvent, c'est une histoire de compromis et de gestion des fermentations, mais c'est sûr qu'une fois qu'on a des composés phénoliques qui sont produits, ils ont tendance en plus à assez vite masquer le goût des esters fruités, donc ça peut être assez compliqué de gérer les deux en même temps. Ensuite, comme je parlais tout à l'heure des lambics, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on est sur des bières typiquement des lambics, mais même en barrique, ça va être le cas en fait, on va avoir pas seulement des Brettanomyces, on va avoir une multitude de micro-organismes. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir des chaînes un peu métaboliques avec des productions de certaines molécules par certains micro-organismes qui vont permettre de produire des molécules un peu particulières. Donc, typiquement, on va avoir les bactéries acétiques qui vont utiliser l'alcool produit par les levures, donc par les différentes levures, et puis Brettanomyces peut les utiliser et produire du lactate d'éthyle et de l'acétate d'éthyle. Du coup, on va avoir des côtés très fruités qui vont ressortir, et c'est là où c'est très intéressant, et ça demande énormément de connaissances sur les fermentations, c'est qu'en gérant un petit peu les différents aspects, on peut se permettre de produire beaucoup d'esters fruités, qui vont donner des goûts plus
moins marqué aux bières avec de la Brettanomyces et du coup mettre en valeur tout l'aspect aromatique fruité, du coup qui sera couplé un petit peu avec un côté acide qu'on aura avec la production d'acide acétique et de lactique. Et du coup, on peut avoir des bières très complexes, mais aussi très complètes et intéressantes une fois qu'elles sont conditionnées. Donc, ça demande vraiment une bonne connaissance de la fermentation et une bonne gestion des différents aspects qu'on peut avoir. Du coup, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, Claire. Ça Si vous avez des marche. questions, vous pouvez les poser dans, bien sûr, la partie questions qui est sur Moi, la j'en droite, aurais une, si c'est possible. bien sûr. Claire, j'ai goûté il n'y a pas très longtemps là, des bières qui avaient été fermentées. C'était de la sour bière, donc une bière, alors pour le coup, acidulée, je pense que le terme acidulé était un peu trop modéré, extrêmement acide. Oui. Et c'était Brett la Chancéa. Donc la Chancéa qui est une autre espèce de levure qui produit de l'acide Exactement. lactique. Et là, pour le coup, effectivement, du coup, c'est pas des bactéries lactiques qui ont été utilisées, mais la Chancéa pour la production d'acide lactique. Je ne sais pas si c'est très fréquent. J'en avais déjà entendu parler. J'avais pas eu l'occasion d'en boire. C'est quoi sur le marché? C'est des choses qui Alors, se lancent ou... les sours, c'est quelque chose qui se développe vachement. C'est un peu comme les bières vieillies en barrique. On en trouve de plus en plus. Je sais que du côté de Nancy, on a à peu près toutes les microbrasseries là qui font des sours. Après, tout le monde n'utilise pas la Chancéa qui a été spécialement développée pour, ou en fait, c'est juste une levure sèche qui s'ensemence. Mais la plupart vont plutôt faire une fermentation avec de la bactérie lactique en début. En fait, au niveau du bloc chaud, on va produire notre mousse sucrée et avant l'étape d'ébullition, en fait, on va ensemencer avec de la bactérie lactique. On va laisser fermenter pendant 24 heures et normalement, après, on passe à une étape d'ébullition. Ça permet de maîtriser la fermentation lactique. En fait, on l'arrête au moment où on veut et après, on ensemence avec de la vraie levure. Mais c'est vrai que du coup, les fournisseurs de levure, donc Fermentis et l'allemand, ont développé des levures spécifiques qui produisent de l'acide lactique. Enfin, ils ont sectionné des souches. Et du coup, mais c'est un truc qui se développe vraiment beaucoup. D'accord, ok, moi c'était ma question parce que moi j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas en boire beaucoup sans avoir un trou dans l'estomac assez rapidement. Après, la question c'est est-ce que c'était bien maîtrisé? Est-ce qu'ils n'ont pas été trop bas en termes de pH? Parce que souvent en termes de pH, on va être autour des 3,5, peut-être 3,2 grand minimum. Donc si c'est un petit peu géré avec un peu de sucre en fin de fermentation, ça rend les choses assez équilibrées. C'est clair. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Stéphane, je te laisse peut-être conclure ce webinaire. Ah, Stéphane a disparu des écrans. Oui, il a disparu. Je pense qu'il a eu une interruption peut-être dans sa transmission Internet. Stéphane, si tu nous entends, est-ce que tu souhaites conclure ce webinaire maintenant? Eh bien oui, on peut le conclure. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai eu une coupure, donc si c'est bon. Bon. Oui. Eh bien écoutez, moi alors, je remercie nos trois intervenants. J'ai trouvé ces interventions très intéressantes et on voit qu'on est dans le vin face à une problématique de cette utilisation du SO2. Et je pense qu'en regardant un petit peu sur les boissons voisines telles que le cidre et la bière, on va peut-être trouver quelques solutions parce qu'on voit bien que vous ne l'utilisez pas et que malgré tout, vous arrivez à vous débattre avec Brettanomyces. Donc, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes. Allez voir un petit peu à droite, à gauche chez nos voisins. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je conclus. Donc, je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay à partir de demain, je crois, Régis. Hein. C'est bien ça, sur vignevin.com. Sur vignevin.com, voilà. Et puis, je donne rendez-vous à mes collègues en mars, avril, peut-être pour un autre webinaire. Cette fois-ci, ça sera plus sur les alcools. Le cognac, l'armagnac, le calvados, pourquoi pas. Ça reste encore à définir. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci.
Merci à tous. Merci à tous, Merci. au revoir.